Comme Axolot, Les Saules est un récit fantastique qui manifeste une nostalgie et un besoin. Écrasé par le paysage de béton et de pierre, l'être humain s'efforce de retrouver ses racines. C'est bien ce désir de solitude essentielle qui a poussé les héros des Saules, ces deux hommes dans un bateau, à descendre le Danube de sa source à son embouchure. Ils y trouveront des monstres venus d'un autre espace, participant d'une autre continuité temporelle. Le texte des Saules est ainsi la mise en récit d'êtres invisibles. La difficulté pour Blackwood est de rendre sensible la présence de ces créatures, de ce monde radicalement étranger à nos modes de pensée. Il parvient à réduire cette impossibilité perceptive par une série de comparaisons de vraisemblance qui ramènent les êtres surnaturels dans le système de perception normal et courant. L'attitude justificative des deux personnages entraîne l'adhésion du lecteur. Pour le narrateur, l'expérience surnaturelle qu'il vit se réfère à un code magique. Pour le Suédois, au contraire, l'expérience se réfère à un code mythique. Le titre « Les Saules » est d'ailleurs une allusion. Si dans la mythologie occidentale le saule est un arbre de deuil et de la douleur, il est considéré en Extrême-Orient comme un symbole d'immortalité, l'arbre de la communication avec le ciel. Les saules jouent donc un rôle d'intermédiaire. Ils sont ici le refuge ou la forme terrestre d'entités non humaines. Ainsi, par leur double explication, les personnages donnent-ils une caution aux événements. Mais le texte participe d'une remarquable technique d'égarement. Les explications données sont volontairement insuffisantes ou mal distribuées. Le texte s'égare sur de fausses pistes. Le fleuve en crue, le vent menaçant, ne sont que de pseudo-dangers qui épuisent les ressources agressives des personnages et qui ne laissent place au vrai péril que dans le dernier tiers du récit. Le langage, enfin, est à double entente. Une information à court terme, dont la valeur est immédiate, et une information à long terme, dont le sens ne se découvre qu'à la clôture du récit. Le texte est une illustration de la magie créatrice du langage, aventure toujours ouverte. Ce qui est pensé a une existence, ce qu'on dit arrive. Quand on quitte Vienne, et longtemps avant d'atteindre Budapest, on voit le Danube entrer dans une région désolée et étrangement abandonnée. Il quitte alors son lit pour se répandre sur chaque rive. Pendant des kilomètres, la campagne se transforme en un véritable marécage où les saules nains poussent à foison. Nous étions vers la mi-juillet, les eaux étaient à l'étiage le plus haut. Nous étions arrivés dans la région à bord de notre canoë canadien, munis de notre poêle à frire et de notre tente de bohémien. En maintenant notre allure régulière de 12 km à l'heure, nous pénétrâmes bientôt assez sensiblement en Hongrie. Le changement se produisit brutalement. Nous avions hissé notre petite voile pour pénétrer dans cette zone désolée. Nous avions la sensation de nous trouver soudain à l'écart du genre humain, d'être totalement isolés. Ce monde singulier fait de saules, de vent et d'eau nous fascinait. Sur la rive, en aval, la lumière changeait, bien entendu, et le fleuve paraissait sombre et furieux. Seuls étaient visibles, avec leur liseré d'écume, les envers des vagues poussés irrésistiblement en avant par les grandes bouffées de vent. On les voyait sur près d'1 kilomètre se faufilant entre les îles, puis décrivant une large courbe pour disparaître entre les saules qui se refermaient sur elles comme une harde de monstres antédiluviens en train de s'abreuver. Ce flot irrésistible, impétueux, faisait naître une sorte d'angoisse. Mais je savais que mon malaise allait plus loin en profondeur qu'une simple impression d'effroi ou d'étonnement. Ce n'était pas cela que j'éprouvais. Autant que je pouvais m'en rendre compte, mon émotion avait plutôt pour origine ces saules nains, serrés les uns contre les autres sur des hectares, pullulant dans toutes les directions où l'on se tournait, enserrant le fleuve au point de l'étouffer, s'étendant en rang serré sur des kilomètres, surveillant, attendant, écoutant. Il y avait au centre de l'île une légère dépression, c'est là que nous nous sommes installés. Les saules qui nous entouraient arrêtaient un peu le vent. Mais nous connaissions pas mal de trucs pour avoir vu quelquefois notre tente s'effondrer au milieu de la nuit et nous rendîmes notre maison de bohémien aussi solide que possible. Puis nous fîmes une provision de bois suffisante pour durer jusqu'à l'heure du coucher.
Il ne tombait pas de bois mort des saules et notre seule ressource était le bois flotté. Nous passâmes les plages au peigne fin. Partout les rives s'effritaient sous l'influence du flot qui montait et qui en emportait de grands morceaux dans un gargouillement. L'île est déjà beaucoup plus petite que lorsque nous avons abordé. À cette allure-là, elle ne durera pas longtemps. Nous ferions bien d'amener le canoë tout près de la tente et de nous tenir prêts à partir sans délai. Je dormirai tout habillé. Quelque chose de plus que la seule puissance du mystère m'agitait. Alors que j'étais étendu sur le sable, les pieds contre le feu, regardant les étoiles à travers les feuilles. Je me levai pour aller une dernière fois chercher du bois. Quand je parvins à la pointe sablonneuse qui émergeait des vagues, le charme magique du lieu me causa un véritable choc. Je regardais l'immensité des eaux déchaînées, je scrutais les saules bruissants, j'entendais le vent infatigable se ruer continuellement à l'assaut. Ces bruits, chacun à leur manière, faisaient naître en moi une étrange impression de détresse. Mais il y avait surtout les saules. Ils jacassaient. Ils bavardaient entre eux, riaient parfois, poussaient des cris aigus, soupiraient aussi. Ils bougeaient à leur gré, comme s'ils avaient été vivants, et ils éveillaient par un mécanisme incompréhensible le sens de l'horrible qui est chez moi très aigu. Sous le clair de lune, ils formaient une grande armée qui investissait notre camp, agitait ses innombrables traits d'argent avec un air de défi, prête à l'attaque. Nous étions la première manifestation de l'homme sur cette île, et l'on ne voulait pas de nous. Les saules étaient contre nous. D'étranges pensées de ce genre, des fantasmes bizarres, surgis je ne sais d'où, s'installèrent dans mon esprit tandis que j'étais là à écouter. Il était si facile d'imaginer qu'ils se déplaçaient réellement, s'approchaient en rampant, se retiraient un peu, se serraient les uns contre les autres en masse hostile, attendant le grand coup de vent qui leur donnerait l'impulsion finale. Ridge était prêt et qu'il était temps de prendre son bain. Le fleuve monte toujours, et plusieurs îles au milieu du courant ont disparu. Notre île a beaucoup diminué. Il y a encore du bois ? Le bois et l'île finiront demain à égalité, mais il y en a assez pour aller jusque-là. Je fus soudain frappé par le sens implicite des paroles qu'avait prononcées le Suédois. Il semblait qu'il n'avait plus envie de partir séance tenante, qu'il avait changé d'avis. Comment ce changement était-il intervenu ? Nous ferions mieux de partir dans 1 heure. Fiche-toi, oui, à condition qu'il nous laisse faire. Qui ? Les éléments ? Les puissances qui hantent ce lieu affreux, quelle qu'elle soit. Nous aurons de la chance si nous nous en sortons sans nouveau désastre. Un nouveau désastre, pourquoi ? Qu'est-il déjà arrivé ? Pour commencer, la pagaie arrière a disparu. La pagaie arrière ? Puis, il y a une déchirure au fond du canoë. Ça, vous voyez, c'est une tentative pour préparer le sacrifice d'une victime. Peut-être de 2. Ce n'était pas là hier au soir.
Nous avons dû faire cette éraflure en abordant. Les pierres sont très coupantes. Et il y a cela à expliquer également. Ajoutait-il avec calme en mettant dans la pagaie et en désignant son tranchant. En l'examinant, je me sentis glacé à nouveau. Le tranchant était éraflé sur toute sa longueur. On aurait dit qu'il avait été passé au papier de verre. Il avait été tellement aminci qu'au premier coup énergique dans l'eau, la pagaie se serait brisée. Je remarquai pour la première fois des dépressions profondes qui s'étaient formées dans le sable, ayant la forme de cuvettes de différentes profondeurs et tailles, allant de la tasse à thé au large bol. Je mis immédiatement le goudron à fondre et le Suédois vint m'aider. En mettant les choses au mieux, le canoë ne serait pas en état de naviguer avant le lendemain. En passant, j'attirai l'attention de mon camarade sur les dépressions du sable. Oui, je sais. Il y en a sur toute la surface de l'île. Cet après-midi-là, pendant que la réparation du canoë séchait et durcissait, nous avons passé le temps à essayer de pêcher, à vérifier que la voie d'eau était bien aveuglée. Maintenant que le vent s'était à peu près tu, le fleuve me paraissait encore plus sombre, les saules encore plus serrés les uns contre les autres. Ceux-ci conservaient une sorte de mouvement propre. Quand des objets aussi banals se chargent ainsi d'horreurs suggestives, ils agissent beaucoup plus sur l'imagination que des choses insolites. Les formes du voisinage s'étaient rapprochées de nous à mesure que la nuit tombait. Elles se concentraient sur notre île, et plus particulièrement sur nous. Venez écouter, et voyons comment vous expliquez ça. Au début, je n'entendais que la note grave de l'eau et les sifflements qui s'élevaient de sa surface agitée. Pour une fois, les saules étaient immobiles et silencieux. Un son parvint alors faiblement à mon oreille. Un son particulier, comme le bourdonnement d'un gong lointain. Il semblait avoir traversé l'étendue de marécage et de saules qui se trouvaient devant nous. Il se répétait à intervalles réguliers, mais ce n'était certainement ni le son d'une cloche, ni le mugissement d'une sirène de bateau. J'ai entendu ce bruit toute la journée. Je l'ai suivi partout, mais je n'ai jamais pu m'approcher suffisamment pour le localiser. Quelquefois, il venait d'en haut, quelquefois de la profondeur de l'eau. Une ou deux fois, j'aurais juré qu'il venait de l'intérieur de mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? De la façon dont nous parviendrait un son venant de la 4e dimension. Oh, c'est le vent qui souffle dans ces entonnoirs de sable. Ou bien peut-être le frottement des buissons les uns sur les autres après la tempête. Cela sort de toute l'étendue du marécage. Cela vient de partout à la fois. Cela vient en quelque sorte des buissons de saules. Mais maintenant le vent est tombé, les saules ne peuvent tout de même pas faire du bruit par eux-mêmes, non? Sa réponse me terrifia. Tout d'abord parce que c'était ce que je craignais. Et ensuite parce que mon intuition me disait qu'il avait raison. C'est parce que le vent est tombé que nous l'entendons. Auparavant, ce bruit était couvert. C'est, je pense, le cri. C'était pas une terreur effective, mais l'incertitude de son origine me laissait plus désemparé que si j'avais été capable de la situer et d'y faire face carrément. Le pire, à mon avis, était que nous ne savions pas à quoi nous devions nous attendre. Nous ne pouvions ainsi prendre aucune disposition défensive, rien prévoir. Il y a autour de nous des choses, j'en suis sûr, qui tendent au désordre, à la désintégration, à la destruction, à notre destruction. Nous avons franchi quelque part
une ligne de protection. Ce n'est pas un son humain. Je veux dire que c'est un son extérieur au domaine de l'homme. La peur que j'éprouvais n'était pas la crainte habituelle des fantômes. Elle était infiniment plus vaste, plus étrange, et semblait dériver de quelque trouble terreur ancestrale, beaucoup plus bouleversante que tout ce que j'avais connu et imaginé. Nous nous étions égarés, comme le prétendait le Suédois, dans une région où, dans un monde où régnaient des lois naturelles qui nous faisaient courir de grands risques impossibles à comprendre. Le résultat d'un séjour trop prolongé serait qu'on nous obligerait à franchir la frontière par des procédés d'ordre mental et non physique, et que nous serions privés de ce que nous appelons la vie. C'est dans ce sens, d'après lui, que nous deviendrions les victimes de notre aventure qui prendrait la forme d'un sacrifice. Nous devons rester ici très fermes et attendre. Il y a tout près de nous des forces capables d'exterminer un troupeau d'éléphants en 1 seconde, aussi facilement que vous écrasez une mouche. Bien qu'avertis de notre présence gênante, ils ne nous ont pas trouvés, localisés. Nous devons garder nos esprits calmes, car ce sont nos esprits dont ils sentent la présence. Nous devons contrôler nos pensées, ou bien c'en est fini de nous. Mais de qui parlez-vous? Qui est averti? Toute ma vie, j'ai eu la notion étrangement vivace d'une autre région, pas très éloignée de notre monde, à un certain point de vue, mais d'une essence totalement différente, où se passent de grandes choses, où se pressent des personnages gigantesques et terribles, occupés à la réalisation de vastes projets auprès desquels les affaires terrestres, la grandeur et la décadence des nations, la destinée des empires, le destin des armées et des continents ne sont que poussière. De vastes projets, veux-je dire, qui ont directement affaire avec l'âme, et non pas avec de simples expressions de l'âme. Un sacrifice, une victime pourrait, en distrayant leur attention, nous donner le temps de nous échapper. Exactement comme lorsque les loups s'arrêtent pour dévorer les chiens et permettent aux traîneaux de repartir. Mais actuellement, je ne vois aucune autre victime possible. Je le regardais tout déconcerté. Il y avait dans ses yeux une lueur terrifiante. Puis il se mit à parler. Ce sont les saules, bien entendu. Les saules masquent les autres. Mais les autres sont en train de nous chercher. Si nous permettons à nos esprits de laisser paraître notre terreur, nous sommes perdus. Tout à fait perdus. Il me regarda d'un air si calme, si décidé, si sincère, que je cessai de douter de sa raison. Il était aussi sain d'esprit que n'importe qui. Si nous pouvons tenir cette nuit, il nous sera peut-être possible de partir au lever du jour sans être remarqués, ou plutôt découverts. Non, mais vous croyez vraiment qu'un sacrifice pourrait... Chut! Ne parlez pas d'eux plus qu'il n'est indispensable. Ne les désignez pas par leur nom. Nommer, c'est révéler. C'est l'indice inévitable. Et notre seul espoir est de les ignorer afin d'avoir une chance d'être ignorés d'eux. Même en pensée, il était dans un extraordinaire état d'agitation. Spécialement en pensée. Nos pensées tracent des spirales dans leur monde. Nous devons les maintenir en dehors de nos esprits, à tout prix. Avant tout, ne pensez pas, car ce à quoi on pense arrive. Très bien. Quelque chose se produisit alors, sans importance apparente, et comme cela arrive quand les nerfs sont dans un état de tension extrême. Ce fait dérisoire
modifia pour un temps mon point de vue du tout au tout. Il se trouva que je jetai tout à fait par hasard un coup d'œil à ma sandale, d'un modèle spécial pour le canoë. Quelque chose qui avait un rapport avec le trou ménagé pour le gros orteil me fit soudain penser au magasin de Londres où je les avais achetés, à la difficulté éprouvée par le vendeur pour trouver ma taille, et à d'autres détails de cette opération sans intérêt, mais d'ordre éminemment pratique. À leur suite vint à la surface une évocation complète de cet univers de scepticisme dans lequel j'évolue lorsque je suis chez moi. Le résultat fut immédiat et m'étonna moi-même. Sacré vieux païen, idiot trop imaginatif, idolâtre superstitieux. Je m'arrêtai soudain, saisi à nouveau par cette vieille impression d'horreur. Je m'efforçai d'adoucir le ton de ma voix qui m'avait tout d'un coup paru sacrilège. Le Suédois avait naturellement entendu comme moi ce cri étrange dans l'obscurité au-dessus de nous. Et cette chute subite dans l'air, comme si quelque chose s'était brusquement rapproché de nous. Il devint d'une pâleur de cendre sous son hâle. Il resta planté devant le feu, raide comme un piquet, à me regarder. Après cela, nous devons partir. Nous ne pouvons plus rester. Nous devons lever le camp à l'instant même et nous en aller, descendre le fleuve. Qu'est-ce qui vous a pris de faire une chose pareille? Je contournai le feu pour venir à côté de lui. Je pris ses deux mains dans les miennes, je m'agenouillai devant lui et le regardai droit dans les yeux. Nous allons encore faire une flambée et ensuite aller nous coucher. Et rappelez-vous le conseil que vous m'avez donné. Ne pensez pas à la peur. Il ne dit plus rien et je vis qu'il allait obéir. Nous restâmes tout près l'un de l'autre, nous touchant presque pendant que nous fouillions les fourrés et le rivage. Le bourdonnement ne cessa pas un instant au-dessus de nos têtes, mais paraît au contraire augmenter d'intensité à mesure que nous nous éloignions du feu. Regardez, Bramnam. Là, devant la lueur estompée du feu, quelque chose bougeait. Je l'ai vu descendre à travers le buisson. Regardez! Ça vient de ce côté! Ah! Ils nous ont trouvés! Je jetai un coup d'œil terrifié qui me permit seulement de voir cette forme s'avancer vers nous en se balançant à travers les buissons. Je m'effondrai en arrière dans un fracas de branches qui se brisait sous mon poids. Je fus traversé d'un violent spasme douloureux et je m'aperçus que le Suédois me serrait d'une telle façon qu'il me faisait atrocement mal. Il me tenait ainsi depuis qu'il s'était rattrapé à moi en tombant. J'ai perdu connaissance un moment. C'est ce qui m'a sauvé. Cela m'a fait cesser de penser à eux. Ouais, vous m'avez presque cassé le bras. Et je ne pouvais à ce moment formuler aucune autre pensée. J'étais comme dans un brouillard. C'est ce qui vous a sauvé. Entre nous, nous avons trouvé moyen de les lancer sur une fausse piste. Le bourdonnement a cessé. Pour le moment, du moins. Nous retournâmes au feu et jetâmes du bois, et il se remit immédiatement à flamber. Nous ne dîmes mot ni l'un ni l'autre. Nous savions que dormir était la chose la plus sûre à faire, et nous nous mîmes donc au lit sans plus attendre. Je fus réveillé par une difficulté à respirer, et je m'aperçus que j'avais ma couverture sur la figure. Mais quelque chose d'autre exerçait une pression sur moi. Ma première idée fut que mon compagnon m'était tombé dessus en dormant. Je m'assis, l'appelai, et au même instant je m'aperçus que la tente était cernée.
Ce bruit de pas innombrable était de nouveau perceptible au dehors et créait dans la nuit une atmosphère d'horreur. Je l'appelai à nouveau, plus fort cette fois. Il ne répondit pas. Le Suédois n'était pas là. Il était parti. Je sortis comme un fou. Mon ami était en danger, je ne pouvais pas hésiter. Au moment où je m'y attendais le moins, je parvins à la pointe de l'île et vis une silhouette sombre se profiler sur l'eau et le ciel. C'était le Suédois. Il avait déjà un pied dans la rivière. Un moment plus tard, et il aurait fait le plongeon. Je me ruai sur lui, lui entourai la taille de mes bras et le ramenai vers le rivage en tirant de toutes mes forces. Il se débattait désespérément. À la fin, je réussis à le ramener sous l'abri relativement sûr de la tente. Je le fis s'étendre, à bout de souffle et jurant sur son matelas où je le maintins immobile, tant que cela fut nécessaire. Il retomba sur sa couverture, et je le vis littéralement s'endormir sous mes yeux. Il se remit à ronfler aussi gaillardement que si rien ne s'était passé, et comme s'il n'avait jamais tenté d'offrir sa vie en guise de sacrifice en se noyant. Il s'éveilla naturellement et facilement, alors que le soleil était déjà haut dans un ciel calme. Il leva les yeux sur moi. Il avait retrouvé son expression normale. De toute évidence, il se rappelait tout, sauf sa tentative de suicide. Tout s'est arrêté parce que... Parce qu'ils ont trouvé une autre victime? Exactement. C'est aussi net que je me sens désormais en sécurité. Venez, je crois qu'en regardant bien, nous le trouverons. Il partit en courant, et je le suivis. Il poussa un cri qui me ramena désagréablement quelques heures en arrière. Regardez, voici la victime qui nous a permis de nous échapper. L'homme avait dû se noyer quelques heures plus tôt, et son corps était venu échouer sur notre île aux alentours de l'aube. Exactement au moment où la crise du Suédois avait pris fin. Au moment où le corps tournait pour prendre le sens du courant. Le visage et la poitrine se trouvèrent de notre côté et nous laissèrent apercevoir une peau marquée de petites dépressions, bien dessinées, de même forme que les entonnoirs que nous avions découverts sur toute l'étendue de l'île. Leur marque. Leur affreuse marque. Lorsque je détournai les yeux de son visage horrifié pour regarder à nouveau le fleuve, le courant avait fait son œuvre.